Bonsoir. Bienvenue à notre cours d'aujourd'hui. Aujourd'hui, nous ouvrons un nouveau chapitre. Au début de notre cours d'initiation à la philosophie, on peut ajouter et à la méthodologie, nous avions parlé de la relation qui existe entre philosophie et concept. En d'autres mots, on ne peut pas parler de philosophie sans utiliser ou employer des concepts. La philosophie travaille sur des concepts. Reprenons rapidement ce que nous avions dit du concept. Comme je vous l'avais dit, il existe des dictionnaires de philosophie, il existe des lexiques de philosophie, il existe des vocabulaires de philosophie, même si malheureusement, la plupart de nos collèges et de nos lycées n'en ont pas. Nos bibliothèques municipales, s'il y en a, n'en ont pas. Les faire philosophie, il est important tout pour utiliser dictionnaire. On utilise les dictionnaires pour éviter certaines confusions. Et vous savez que dans notre milieu, la confusion règne en maître. Je viens avec ce dictionnaire de philosophie, les concepts, les philosophes, 1850 citations. Ce dictionnaire est écrit par cette grande dame qu'on appelle Jacqueline Russe. Jacqueline Russe. C'est un homme qui écrit plus textes, plus manuels sous philosophie. Nous avons cherché l'auteur ça, Jacqueline Russe, et a eu 2S, Jacqueline Russe. Je vais lire de nouveau, je l'avais fait dans l'un des cours antérieurs, lire la définition, la première définition du mot ou bien du concept concept. Qu'est-ce qu'un concept? Un concept est une représentation générale et abstraite. Représentation. Nous sommes au niveau de la représentation. Si l'on utilise par exemple le concept démocratie, qu'est-ce que ça représente? Qu'est-ce que la démocratie? Quels sont les éléments qui indiquent que nous vivons en démocratie? Qu'est-ce qui caractérise la démocratie? Et aujourd'hui, je reprends, nous entamons ou nous allons commencer l'étude de certaines notions ou concepts clés en philosophie. Lors de nos premiers cours, nous vous avons présenté un ensemble d'éléments de méthodologie. Nous avions voulu utiliser cette méthode. Nous n'avons pas voulu commencer le cours avec la définition des notions clés en philosophie. Nous avions voulu vous donner une base en méthodologie, en insistant sur l'argumentation. Qu'est-ce que l'argumentation? Qu'est-ce qu'une thèse? Qu'est-ce qu'un thème? Qu'entendons-nous par exemple? Qu'est-ce que la logique? Qu'est-ce qu'un raisonnement? Qu'est-ce qui caractérise un texte argumentatif? Puisque nous sommes en philosophie, nous aurons toujours amené à étudier des textes argumentatifs. C'est parce que argumentation, il y en a dans la philosophie, nous sommes obligés
essayer de faire nous comprendre sa argumentation. Et maintenant, si c'est votre premier cours, je vous invite à revoir les premiers cours, les premières séances. Et les premières séances vont vous aider à entrer davantage, à comprendre davantage, à saisir davantage les notions fondamentales en philosophie. Et aujourd'hui, nous allons voir rapidement une notion qui est clé en philosophie. Cette notion ou ce concept s'appelle la conscience. Chers amis, aujourd'hui, je vais définir pour vous cette notion, ce concept qu'on appelle conscience. C'est un concept majeur en philosophie, la conscience. Et peut-être, je veux commencer cet enseignement avec cette question. Est-ce qu'il y a conscience que nous-mêmes qui vivons en Haïti, d'abord nous-mêmes c'est moun. Est-ce qu'il y a conscience que moun qui vivent bon côté maintenant c'est mouni et tout. Est-ce que je prends conscience, est-ce que je suis conscient dans quel environnement que je vive, que je vive dans la capitale là. Est-ce que je prends conscience que je marche sur Fatra. Fatra qui senti dans Port-au-Prince là, ou bien dans grande ville provinciale, au Cap par exemple. Est-ce que je prends conscience que je gens qui marchent sur le monde? Ce sont des questions que je vous adresse d'abord. Et c'est quoi la conscience? La conscience désigne soit la connaissance plus ou moins claire que chacun possède immédiatement de son activité psychique, de ses actes. La conscience désigne aussi le jugement concernant la loi du devoir et les valeurs par lequel le sujet distingue le bien du mal. La conscience. Première définition. La conscience peut se définir comme la connaissance qu'a l'homme de ses pensées, de ses sentiments et de ses actes. Arrêtons-nous sur cette définition. La conscience se définit comme la connaissance qu'a l'homme, ça c'est une inversion, que l'homme a. Maintenant, nous disons la connaissance qu'a l'homme, c'est-à-dire que l'homme a de ses pensées, de ses sentiments et de ses actes. Pensées, sentiments et actes. C'est de cette manière qu'on définit en général la conscience. Et c'est pourquoi on va distinguer ces formes de conscience. La conscience immédiate. On parle de la conscience immédiate, ça veut dire quoi? La conscience immédiate spontanée qui renvoie à la simple présence de l'homme à lui-même au moment où il pense sans agir. Où il pense P-E-N-S-E, sans S-E-N-T, agit A-G-I-T. Moi, conscience que je vais parler ronière. Je fais un coup. La conscience immédiate. Il y a également la conscience seconde ou réfléchie. La conscience seconde ou réfléchie, qui est la capacité de faire retour sur ses pensées ou actions et du coup de les analyser et même de les juger. Conscience seconde ou réfléchie, c'est-à-dire la capacité que j'ai de faire retour sur ses pensées, actions et du coup de les analyser, voire les juger. Je ne parle pas hier, mais je fais appel tout à ce que j'appelle la mémoire. Je retourner sous ce que je fais. Je fais appel à la mémoire. Je retourner sous ce que je fais. Je suis capable de juger ce que je fais, si c'était bien, si c'était mal, pour ton jugement sur lui. Donc, c'est ce que nous appelons conscience seconde réfléchie. Mais, il y a une relation conscience et sujet. Au début de notre explication, nous vous avions dit, est-ce que nous prenons conscience, nous c'est moun,
est-ce une conscience que l'autre qui est bon côté nous, c'est mon et tout. La conscience fait de l'homme un sujet. Soulignez bien ce mot, cette expression, un sujet. Et plus tard, plus loin, nous pouvons nous demander, puisque nous vivons dans le contexte haïtien, et moi en ce moment je suis à Port-au-Prince, est-ce que je vis avec des sujets pensants, avec des sujets, des hommes et des femmes qui sont doués de raison? La conscience fait de l'homme un sujet capable de penser le monde qui l'entoure. Et c'est en elle, c'est-à-dire de la conscience, que prennent racine le sentiment de l'existence et la pensée de la mort. C'est conscience-là qui fait nous prendre conscience que nous, là, nous existons. C'est conscience qui fait nous comprendre que la mort a existé. Et attention, chers amis, d'ailleurs, c'est la seule certitude que nous avons, la certitude absolue que nous avons, laquelle nous allons tous mourir. Qu'on veut réprimer, qu'on ne veut réprimer, nous pourrons mourir, nous tous pourrons mourir. Que nous sommes noirs, nous mulattes, nous sommes libanais, nous faisons dans la capitale, nous faisons dans la province, nous faisons dans le monde, loin, 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 nous existons et nous pourrons mourir. La conscience. En fait, les chiens, les vaches n'ont pas cette conscience. Et parce qu'ils ont conscience que n'existait, que la mort existait, c'est une raison qui fait tout bien religion. L'homme cherche des stratégies pour gérer sa mort. Comment va-t-il gérer sa mort? Comment devons-nous gérer notre mort? Nous savons que nous existons et que nous allons périr. Façon de parler, quand je dis périr, disons de préférence, nous pourrons mourir. Voyez l'importance de la conscience. Si vous voulez, la conscience apparaît comme la condition nécessaire et préalable de toute recherche du sens, toute recherche de sens et de vérité. Ma vie a-t-elle un sens en Haïti? Notre vie dans cette conjoncture de violence, dans cette conjoncture de misère noire, de misère atroce, notre existence a-t-elle un sens? Il y a un auteur qui a réfléchi sur la notion de conscience, la notion de pensée. C'est bien René Descartes. Quand on étudie la conscience, nous devons impérativement passer par Descartes. René Descartes. Nous devons retenir ce nom. René Descartes. Il va venir avec un mot, un terme latin, cogito. Chers élèves, probablement, vos professeurs de philosophie vous ont déjà parlé du cogito cartésien. Cogito, C-O-G-I-T-O. La signification, c'est donc « je pense ». Le cogito cartésien. Et René Descartes arrivait à cette conclusion après avoir douté. Les messieurs ont douté d'un bon bagage. Descartes nous laisse entendre qu'on peut douter de tout. Mais attention, on peut douter de tout, mais je ne peux douter que j'existe. Moi qui doute, je doute. M'a douté. Mais gon bagay que m'pas ka douter de lui que comme là m'a parlé avec nous là m'exister. C'est ça le cogito cartésien. Je doute, mais je ne peux pas douter de mon existence, j'existe. C'est le vrai sens du terme cogito cartésien. Donc, on peut dire, c'est le principe fondamental de la philosophie cartésienne, le cogito. Mais je pense donc je suis. Cogito ergo sum. Je pense donc je suis. Sum. Sum, c'est le je suis. La proposition je pense donc je suis. Cogito, je pense, ergo sum, donc je suis. Cette proposition je suis, c'est-à-dire j'existe, atteste que j'ai conscience
de mon existence. J'ai conscience de mon existence. J'ai conscience de mon existence. J'ai conscience également que je suis unique. Malgré les multiples activités que je mène, il y a un être unique qui s'appelle Hérol Toussaint. Je fait un pile bagaille à droite, à gauche, là, je pensé ici, je pensé l'autre bord, pita, je joue au football. Je suis un être unique. C'est pourquoi on parle de l'unité de la conscience. Il y a des gens qui parlent également de l'intentionnalité de la conscience. La conscience est toujours conscience de quelque chose. Et là, on pourrait voir ça avec un auteur qui s'appelle Edmund Husserl. La conscience est toujours conscience de quelque chose. Mais il y a ce qu'on parlait de la réflexivité de la conscience, l'identité du sujet, mais il y a un lien entre conscience et morale. D'ailleurs, nous aurons un chapitre sur la morale. On parlera de la conscience morale, la responsabilité. La conscience fait de chacun de nous une personne, au sens moral du terme, c'est-à-dire une personne qui a la capacité de réfléchir, la capacité réflexive, et nous donne la possibilité de nous représenter ce que nous faisons, y compris sur le plan des valeurs et des interdits. Donc, comme être humain, nous avons une conscience morale, une responsabilité morale. Et n'oubliez pas que la conscience, c'est ce qui fait notre spécificité humaine. Nous avons une responsabilité par rapport à nos actes. Nous avons donc une responsabilité par rapport à nos actes. Et les actes que nous posons peuvent avoir des conséquences dommageables sur autrui. Et en ce sens, le respect de la dignité humaine est fondamental. Et pour cette question de conscience, il y a un auteur que nous devons rappeler, c'est Emmanuel Kant. Pour Kant, la conscience n'est pas une chose, mais une activité, un pouvoir, une fonction. C'est la conscience qui distingue l'être humain des autres êtres de la nature. Car la conscience, elle rend l'être humain capable de se penser, c'est-à-dire d'accompagner ses actes, idées, sensations, sentiments d'un « je pense ». Vous mettez ça entre guillemets. Et là, nous pouvons parler plus loin de l'autonomie de la personne humaine. Est-ce que nous sommes capables de dire « je pense », même au niveau national? Est-ce que nous sommes capables de dire « nous » ? Est-ce que nous pouvons assumer notre responsabilité comme personne humaine, comme haïtiens? Est-ce que nous avons la capacité de dire nous? Est-ce que nous sommes en mesure de gérer notre histoire? Est-ce que nous comprenons notre histoire? C'est pourquoi il y a même des auteurs qui parlent de la conscience historique. Et là, on revient sur cette question de conscience et responsabilité. Au niveau individuel, est-ce que nous mettons tête nous? Pour chaque monde en particulier, malgré notre âge. Est-ce que nous mettons tête nous? Est-ce que nous sommes capables de penser par nous-mêmes? D'abord au niveau individuel, ensuite au niveau collectif. Avançons un petit peu pour évoquer quelques auteurs qui ont mis en doute la vision cartésienne, c'est-à-dire de Descartes, de la conscience. Il y a des philosophes qui vont être d'accord avec Descartes. C'est-à-dire des gens qui ont douté de la pertinence de la pensée cartésienne. Il y a Spinoza, S-P-I-N-O-Z-A, Baruch, B-A-R-U-C-H, Spinoza. Le nom de famille, c'est Spinoza, S-P-I-N-O-Z-A. Spinoza n'était pas d'accord avec Descartes, parce que Spinoza parle des illusions de la conscience. Et Spinoza, pour lui, la conscience n'est qu'une connaissance incomplète, inadéquate, qui nous laisse dans l'ignorance des causes qui les produisent.
c'est ça pas rentrer totalement, il dit qu'il y a une faille dans le des quatre là, parce qu'il y a ce qu'il appelle les illusions de la liberté. Je ne pense que le livre là, nous pas libre comme ça tout, nous avons une illusion que le livre. Donc, critique de Spinoza. Vous avez également Karl Marx. Marx, il nous dit que les sentiments, les idées des hommes sont déterminés par leur position dans la société. Je dis, pas une conscience comme ça, non. Tout ça qui est dans la conscience là, il est en fonction de qui place ou occuper dans la société. Conscience qu'on peut gagner de réalité, ou peut gagner, il peut en fonction de qui place ou occuper dans la société. Il y a un autre auteur que nous verrons la prochaine fois, évidemment, c'est Sigmund Freud. Sigmund Freud va laisser entendre qu'il y a un élément aussi important que la conscience, que ce qui est conscient. Sigmund Freud, le fondateur de la psychanalyse, va parler de l'inconscient. Chers élèves du NS4 de philo, vous avez l'essentiel sur la notion de conscience. Et si vous vous intéressez à la littérature mondiale, je vous inviterai à lire le poème La conscience de Victor Hugo. Comme vous êtes socialisé dans une culture chrétienne, parce que dans ce poème, il est question du meurtre de Caïn, Caïn qui tuait Abel, livre de la Genèse. Ça indique que l'homme, homme et femme, est cet être qui ne peut pas échapper à l'interrogation morale. Et pour finir, qui sommes-nous? Qu'est-ce que nous voulons devenir comme personne humaine individuellement? Et qu'est-ce que nous voulons devenir comme collectivité, comme nation? La prochaine fois, nous verrons l'inconscient de Sigmund Freud.